Bonjour et bienvenue dans ce podcast Destination Amérique du Sud, l'émission qui vous fait voyager depuis chez vous. Toute l'équipe des agences Voyage Exception et moi-même sommes ravis de vous faire découvrir l'Argentine, le Chili, la Bolivie, le Pérou et le Paraguay. Au travers des 4 rubriques de ce podcast, nous vous donnons un aperçu des merveilles à explorer de ces destinations. Vous pouvez également les écouter de manière individuelle sur votre plateforme de podcast favorite. Entamons cet épisode par notre carnet de voyage. Marie-Lise nous emmène cette fois-ci au Pérou, sur les ruines de Huacapuclana. Bonne écoute. On a découvert le site archéologique de Huacapuclana. Âgées de plus de 500 ans avant Jésus-Christ mais découvertes depuis une quarantaine d'années seulement, les ruines de Huacapuclana n'étaient qu'un gigantesque amas de terre où les résidents du quartier de Miraflores venaient jouer au football ou faire du motocross. Toujours en cours d'exploration, de nombreux archéologues sont présents sur les lieux pour continuer le projet entrepris depuis plusieurs décennies. Nous vous emmenons à la découverte de la fascinante civilisation précolombienne Lima. Arrivés sur Lima, la capitale du Pérou, pour 2 jours seulement, nous parcourons les quartiers emblématiques de la ville, dont celui de Miraflores. De fil en aiguille, nous parlons avec quelques locaux de nos impressions sur la culture péruvienne et de nos coups de cœur durant notre balade. L'une des personnes présentes nous évoque des ruines archéologiques découvertes en plein cœur du district. Un restaurant longe le site, ainsi qu'un musée explicatif. Tous nos sens sont en éveil. Il est en effet midi, nous commençons à avoir un petit creux. Pourquoi ne pas tester tout d'abord le restaurant ? Nous arrivons sur les lieux et surprise. Le restaurant possède une terrasse ouverte sur les ruines. Ravis, nous profitons de cette pause pour savourer de nombreux mets locaux et siroter le fameux cocktail national, le pisco sour. La gastronomie péruvienne tient définitivement ses promesses. Ces plats, tous plus créatifs les uns des autres, ont une saveur incomparable. Nos palais sont en pleine effervescence, tout comme nos yeux, parcourant depuis notre table ces ruines si mystérieuses. Rassasiés, nous nous approchons de notre guide pour commencer la visite du site. L'archéologie est plutôt chose commune au Pérou. Il est en effet possible de visiter une grande quantité de sites à travers tout le pays. Mais chacune a sa particularité. Celle-ci est faite de tuiles en briques séchées installées de manière verticale et non horizontale comme la grande majorité. Cette disposition renforcerait sa solidité, mais aussi à prévenir les tremblements de terre. Ces tuiles peuvent d'ailleurs mettre entre 2 jours et 3 semaines à sécher selon les saisons. Nous approuvons la technique architecturale, lui donnant un charme supplémentaire, même unique. Le site se compose d'une grande pyramide principale, avec plusieurs constructions secondaires autour. Elle se situe de plus en pleine ville, et cela a son petit effet d'avoir une vue aussi contrastée entre vestiges anciens et maisons colorées. Nous suivons alors notre guide et effectuons plusieurs pauses pour avoir des explications. Entre les galeries, diverses mises en scène nous aident à comprendre l'histoire du lieu. Temple administratif mais spirituel avant tout, le site a été construit sous la civilisation Lima. Huacapuclana est d'ailleurs actuellement le vestige liménien le mieux conservé de son époque. Il fut ensuite occupé par la civilisation Huari. Ces derniers finirent par le délaisser. Il fut enfin occupé par les Ishma en tant que cimetière. Le temple était donc un lieu central pour la culture Lima, où de nombreux rituels et cérémonies religieuses se sont déroulés. Leurs principales divinités sont liées au monde marin. De nombreuses fêtes et festins religieux étaient composés de requins et autres éléments de l'océan. Au cours de la visite, nous parcourons une sorte de jardin botanique représentant les principaux fruits et légumes consommés par les habitants, dont la patate douce, le quinoa, le maïs et les haricots. À côté se trouvent quelques enclos avec les animaux emblématiques de l'époque, comme le lama ou le cochon d'Inde. Notre découverte la plus spectaculaire reste le chien Inca. Ce chien, sans poil, était un animal vénéré durant les civilisations préhispaniques, réputé protecteur mais aussi thérapeutique. Il est actuellement protégé par l'État péruvien. Une femelle nous suit calmement depuis le début de la visite, comme si elle veillait sur nous durant notre parcours. À notre plus grande joie, nous avons pu lui donner quelques caresses.
Nous continuons notre chemin, cette fois-ci dans la partie supérieure du temple. C'est dans ces hauteurs que se réalisaient les rituels religieux. De nombreux enfants et des femmes ont été sacrifiés en guise d'offrandes spirituelles. Pour les familles de ces derniers, elles considéraient cela comme un honneur. De nombreuses excavations ont été faites et continuent chaque année d'être découvertes par les archéologues. Pour terminer la visite, nous sommes invités à découvrir le musée où différents styles de céramique sont exposés, mais aussi de nombreuses pièces, textiles, instruments, masques de cérémonie et objets propres aux cultures Lima, Wari et Ishma. Cette visite de Wakapuklana nous aura fait voyager dans la culture liménienne, les 5 sens en alerte, comme si ces murs nous racontaient leur histoire. Ludique, l'endroit recèle d'anecdotes, ce qui nous permet de bien nous imprégner de cette civilisation quelque peu inédite. Pour tous les amoureux d'archéologie, ce lieu est à visiter de jour et de nuit. Nous quittons maintenant Lima pour nous rendre en Argentine et y découvrir ses spécialités culinaires, que sont l'empanada et les alfajores. Pour cet épisode, c'est Victoire qui présente ses mets gourmands, passant du salé au sucré. Découvrir une culture, c'est aussi découvrir sa nourriture. Alors, l'Argentine est réputée pour ses viandes, bonne viande, ses bons vins, mais aussi pour ses petites empanadas, qui n'en sont pas moins délicieuses. C'est des petits chaussons. Comment reconnaître des empanadas au garnissage différent? Chaque garniture a son propre design. Une fois fermée, cuite et sortie du four, et ben non, elles sont pas toutes semblables. Il y a une astuce pour pouvoir les différencier. Donc chaque empanada a sa forme en fonction de sa garniture. Tout bon Argentin connaît ces petits trucs pour savoir ce que contient son empanada avant d'avoir croqué dedans. Donc ce dessin est la signature. Donc les plus répandues sont celles des carnets, de viande, de pollo, de poulet. Bon, c'est de la viande aussi, mais carne on dit pour la viande de bœuf. Des verduras, donc d'épinards, de choclo, maïs, jamón queso, jambon fromage, mais aussi celles de cebolla, d'oignons, celles de roquefort, parfois même avec des noix, pour celles qui sont vendues à Buenos Aires. Parce que après, chaque région a aussi ses spécialités. Mais si vous les faites vous-même, vous mettez absolument ce que vous voulez dedans. Et puis voilà, il y a les classiques, mais en fonction des endroits, des maisons, des régions, ça va toujours varier. Donc il n'y a pas 2 empanadas pareilles. Et chacun a sa façon de les confectionner aussi. En dessert ou en petit déjeuner, les alfajores au dulce de leche, au fameux dulce de leche argentin. Confiture de lait, Argentine. Alors il y a différentes sortes. Il y a les alfajores de maicena, donc c'est avec de la farine de maïs, et donc c'est juste 2 galettes et au milieu il y a le dulce de leche et le côté il le roule dans la poudre de coco et c'est hyper bon parce que du coup c'est tout tendre et moelleux, et donc ça c'est sans gluten pour ceux qui mangent sans gluten. Et il y a aussi les autres alfajores classiques, c'est ceux qui sont bañados en chocolate, donc ceux qui sont baignés dans du chocolat. Et là, pour le coup, c'est des petites galettes de blé, des biscuits de blé, avec du dulce de leche, et donc trempés dans du chocolat noir, moi, du chocolat au lait, chocolat blanc. Et bah, c'est parfait pour accompagner un petit café, un cappuccino pour le petit-déj. Enfin, c'est vraiment c'est à manger un peu à toutes les sauces, à presque tous les moments de la journée, en dessert. Bon appétit! Nous espérons que cette mise en bouche argentine vous a plu. Et laissons maintenant place à l'interview de notre expert expat d'exception, Laurent Chemin, astrophysicien de Santiago, qui va nous introduire à l'observation des étoiles et des astres du désert d'Atacama, au Chili. Bonjour Laurent, merci d'être avec nous dans ce podcast. Tu viens aujourd'hui nous parler d'astrophysique. Est-ce que tu pourrais commencer s'il te plaît par te présenter? Oui, bonjour, je m'appelle Laurent Chemin et je suis professeur d'astrophysique dans une université à Santiago, l'université Andrés Bello. Je suis arrivé au Chili en 2017. Un de mes contrats a été terminé avec l'Agence spatiale française à l'Observatoire de Bordeaux, l'université de Bordeaux, et j'ai eu une opportunité de venir au Chili, puisque le Chili s'est pas mal ouvert pour recruter plusieurs professeurs, étant donné que l'astrophysique, mon métier, est un domaine en expansion au Chili depuis une bonne vingtaine d'années, voire un peu plus, et pour plusieurs raisons, notamment que les plus grands radiotélescopes et les plus grands télescopes au monde sont installés au Chili.
Ok, merci beaucoup. Donc t'es au Chili depuis combien de temps? Depuis 2017, ça fait 6 ans exactement. J'ai vécu 5 ans dans le nord du Chili, dans une ville, la plus grande ville du nord du Chili, qui s'appelle Antofagasta, qui a à peu près 400 000 habitants. C'est une ville minière sur la côte Pacifique, et qui est prise entre l'océan Pacifique et à 2 km plus dans les terres, il y a tout de suite les montagnes, le désert. C'est donc une ville où il n'y a pas beaucoup de végétation, on va dire. C'est le désert, ce qu'on appelle le désert d'Atacama. Ok. Et je travaillais dans une université qui s'appelle l'université d'Antofagasta, une université publique d'État laïque. Très bien. Pourquoi est-ce que l'astronomie c'est si important au Chili? L'astronomie est très importante au Chili depuis que les Européens et les Nord-Américains se sont aperçus que le désert le plus sec au monde, les endroits les plus secs au monde, étaient situés dans le désert d'Atacama. Et c'est très important pour des observations astronomiques de pouvoir observer quasiment en continuité, quasiment 365 jours par an, de ne pas avoir de pluie vu que c'est sec. Et donc on peut avoir une qualité de ciel extraordinaire qu'on n'a pas. Il n'y a pas d'équivalent en fait. Il y a peut-être une espèce d'équivalent sur les sommets du mont Mauna Kea à Hawaï, à plus de 4200 mètres d'altitude. Quand il fait très beau, il fait très froid et très sec là-bas. C'est pas un désert, c'est enneigé principalement. Mais au niveau désert, c'est le désert d'Atacama qui est un des déserts les plus arides au monde, et c'est la raison pour laquelle les Européens sont venus début des années 90 en prospectant. Quand je dis Européens, ce qu'on appelle notamment le ESO, l'ESO, le European Southern Observatory, qui a construit le plus grand télescope à l'heure actuelle, à ce moment-là, qui s'est ouvert en 1995, qui s'appelle le VLT, le Very Large Telescope. Donc les Européens ont prospecté, ils ont trouvé que les conditions de sécheresse étaient suffisantes pour pouvoir observer quasiment toute l'année, sans aucun nuage, avec très très peu de nuages, et surtout sans aucune goutte de pluie. Ils ont construit un grand télescope, le VLT, le Very Large Telescope, qui appartient à la communauté européenne, donc financé par les impôts des Européens, donc des Français notamment. Et ce sont 4 télescopes de 8 mètres de diamètre. C'est l'observatoire le plus puissant au monde à l'heure actuelle. Et depuis ce moment-là, donc depuis la moitié des années 90, quand ce télescope s'est mis en observation, il y a eu d'autres télescopes de taille similaire qui ont été construits au Chili. Avant les années 1090, il y avait d'autres télescopes construits plus ou moins aux mêmes endroits, mais de taille plus petite. Donc c'était déjà une terre privilégiée pour attirer les astronomes professionnels. Les universités et les instituts de recherche comme le CNRS et les ESO dont je parlais tout à l'heure. Et voilà, et maintenant ça continue en permanence. Il y a des télescopes de 40 mètres qui sont en construction, toujours par la même organisation, ESO. Et ils sont répartis où exactement? Alors, il y a plusieurs télescopes. On va différencier les télescopes qui nous permettent d'observer dans le domaine spectral du spectre électromagnétique visible, donc la lumière qu'on voit avec nos yeux, et proche infrarouge. Donc une longueur d'onde qui est légèrement plus grande que ce qu'on peut voir avec nos yeux. Nos yeux peuvent pas voir l'infrarouge, ni le proche infrarouge, mais on peut voir le visible. Donc toute la partie visible et proche infrarouge, ils sont basés, le VLT est basé à 100 km à peu de choses près au sud de la ville d'Antofagasta, donc dans le désert, à 2400 mètres d'altitude, et c'est dans les terres chiliennes en fait, à peu de choses près. Donc les terres chiliennes sont très peu larges, quelques centaines de kilomètres. Là, on est donc à, on va dire, 100 km de la côte pacifique. Il y a ensuite d'autres télescopes. Donc le télescope de 40 mètres de diamètre en construction est à 20 km à vol d'oiseau en face du VLT, et il va s'appeler le ELT, Extremely Large Telescope, toujours dans le désert d'Atacama. Ensuite, si on va plus loin dans les terres dans le désert d'Atacama, on arrive à San Pedro d'Atacama, où il y a un grand radiotélescope qui observe cette fois-ci dans le domaine d'ondes radio, donc des longueurs d'onde qu'on ne peut pas voir avec les yeux, mais que des grandes antennes peuvent voir. Donc c'est de la radiofréquence, de chose près. Et là, c'est un télescope qui s'appelle ALMA, et c'est un consortium de Européens, Japonais et Américains qui a construit ALMA. Donc concrètement, c'est 64 antennes
de quelques mètres de diamètre qui observent des longueurs d'onde de quelques millimètres. Et avec ça, on peut observer du gaz dans les galaxies, l'évolution des galaxies depuis très loin dans l'âge de l'univers. Et c'est situé là aussi à plusieurs milliers de mètres d'altitude, sur la montagne qu'on appelle Chajnantor. On est à 4 heures de route d'Antofagasta, cette fois-ci, on est vraiment dans les terres. Et les antennes sont basées à 5000 mètres d'altitude. Bon, pourquoi est-ce qu'on va si haut ? Parce que à cette altitude, il y a plus d'eau. Il y a très peu de vapeur d'eau. Et la vapeur d'eau est un contaminant pour le domaine de l'observation radio. Donc, San Pedro d'Atacama, le désert d'Atacama, un peu plus au sud, il y a des petits télescopes, ou même des grands télescopes qui sont en construction par des grandes universités américaines. Là, on est plus proche de la région de la Serena, mais c'est toujours dans le désert d'Atacama. Ok. Oui, proche de Vicuña. Proche de Vicuña, enfin bon, plus dans les terres, bien sûr, mais donc là, je pense par exemple à la montagne qui s'appelle la Silla. Là aussi, ça appartient à l'ESO. Donc ça appartient, je sais pas exactement comment sont les accords entre les communautés chiliennes autochtones, les autorités chiliennes et les organismes de recherche. Je sais pas s'ils achètent ou si c'est juste voilà, exactement quoi, des locations pour plusieurs années, ça je peux pas dire. Concrètement, ça demande de raser une montagne pour pouvoir aplanir tout ça. Donc raser une montagne, le paysage. Surtout si c'est des montagnes sacrées, c'est un peu embêtant. C'est sûr. Qu'est-ce qu'on voit dans le ciel depuis le Chili ? On peut voir plein de choses. L'intérêt de venir au Chili pour installer des grands télescopes, c'est notamment le fait que dans l'hémisphère sud, donc le Chili est dans l'hémisphère sud, on peut voir le centre de la Voie lactée pendant très longtemps. Chose qu'on peut pas faire dans l'hémisphère nord. Donc, on va dans l'hémisphère sud, on voit très bien le centre galactique, on voit très bien le disque de la Voie lactée. Donc avec ça, on peut étudier quelles sont les populations d'étoiles dans la Voie lactée, comment évolue le gaz dans la Voie lactée, quels ont été les mécanismes de formation et d'évolution de la Voie lactée, parce qu'on voit vraiment très bien la Voie lactée. Parallèlement à ça, on voit aussi très bien des galaxies petites qui sont autour de la Voie lactée et qui vont être partie prenante de l'évolution et de la formation de la Voie lactée. Donc ces galaxies-là, donc là je pense notamment aux galaxies du Grand Nuage du Magellan et du Petit Nuage du Magellan, qui ont été découvertes peu de choses près par Magellan quand il faisait ses périples autour du monde il y a bien longtemps, et enfin découvertes, catégorisées, cataloguées, parce que ça n'avait pas été découvert par Magellan, vu que c'était dans le ciel depuis des milliards d'années, les autochtones les avaient vus bien avant forcément quoi. Et donc on peut voir ces petites galaxies et on les voit très bien à l'œil nu. Si on avait l'occasion de se mettre en direction du sud-ouest le soir. Donc c'est des choses qu'on peut pas voir à l'œil nu depuis la France notamment, depuis l'Europe. Donc on voit des galaxies naines, on voit le centre de la Voie lactée, le bulbe de la Voie lactée, on voit une grande partie du disque de la Voie lactée, on voit aussi une partie du disque de la Voie lactée dans l'hémisphère nord, donc depuis la France. Donc c'est ce qu'on voit, ce qu'on appelle justement la Voie lactée, qu'on voit très bien pendant le mois de juin, juillet, août, septembre, dans le ciel d'été en France. Mais dans l'hémisphère sud, on voit encore plus ça, et d'autant plus qu'on est dans des régions désertiques, sèches. La qualité est extraordinaire. À l'œil nu, on voit beaucoup plus de, je trouve qu'on voit beaucoup plus de choses que ce qu'on voit depuis l'hémisphère nord. Et puis on voit aussi d'autres galaxies lointaines que on ne voit pas à l'œil nu là cette fois-ci, mais qu'on voit avec les grands radiotélescopes comme ALMA, donc le fameux radiotélescope que je parlais tout à l'heure, Atacama Large Millimeter and Submillimeter Array, ALMA, ou le VLT, ou maintenant bientôt le ELT, l'Extreme Mini Large Telescope, qui eux ont vraiment pour but là d'observer les galaxies les plus distantes et les plus vieilles dans l'histoire de l'univers. Donc des galaxies qui ont été construites, ça n'a pas été construites, mais qui ont été formées, qui se sont formées quelques centaines de millions, voire quelques 200, 300 millions d'années juste après le Big Bang. Et on a besoin pour ça de grands télescopes. C'est pour ça qu'ils construisent des télescopes comme le ELT avec un miroir de 40 mètres, parce qu'on a besoin de grands télescopes pour capter très peu de lumière, pour mesurer très peu de lumière. Donc on voit plein de choses, c'est très important pour comprendre l'évolution et la formation de la Voie lactée, et c'est aussi très important pour comprendre l'évolution des galaxies en général, pour les galaxies distantes notamment. Super, merci, très intéressant. Est-ce que tu pourrais m'expliquer la différence entre les télescopes scientifiques et les télescopes touristiques, et aussi les lieux où on peut faire des sorties touristiques, ce qui est ouvert au public en tout cas pour observer les cieux? Alors oui, je peux, effectivement. Les télescopes scientifiques et professionnels sont beaucoup plus grands et beaucoup plus chers que les petits télescopes dédiés aux associations d'astronomie amateurs et aux amateurs en général.
Il y a au Chili, il y a plein enfin, c'est pas des associations parce que finalement c'est un but lucratif. Il y a plein de tours, on va dire, qui permettent de voir pendant plusieurs heures, peut-être une nuit entière, le ciel austral. Donc ce que je disais tout à l'heure, les galaxies, la Voie lactée, le plan de la Voie lactée, les nuages de Magellan, etc., quoi. Là, je parle notamment dans la région de San Pedro d'Atacama. Je sais qu'il y a des parcs de petits télescopes, quelques dizaines de petits télescopes. Donc quand j'appelle des petits télescopes, c'est des choses des diamètres de 20 à 1 mètre de diamètre. Donc là, c'est quand même pas mal pour pouvoir éventuellement passer une nuit sous les étoiles, etc. Parallèlement à ça, il y a des sorties organisées par des professionnels dont je fais partie, et je participais notamment à une sortie d'astronomie pour les amateurs qui s'appelle Astro Aventura, qui est organisée par l'université d'Antofagasta, et des professeurs de là-bas emmènent les gens dans le désert, donc une vingtaine de personnes maximum, il faut être motorisé bien sûr. Donc on partait d'Antofagasta, et les soirs de nouvelle lune, on allait faire des observations. Déjà on allait à 1700 mètres d'altitude sur une montagne, sur un mirador qui est situé à une vingtaine de kilomètres de l'océan. Donc on voit le coucher du soleil, et honnêtement c'est magique. Et les couleurs sont extraordinaires, les gradés de orange, rouge, rose, tous les soirs. Enfin, c'est la chance d'être dans l'altitude et d'avoir une région où il y a très peu de nuages finalement. Et à partir du moment où il fait nuit, donc dès le soleil s'est couché sur l'horizon, on peut observer les étoiles. Donc les collègues de l'université d'Antofagasta proposent cette activité Astro Aventura, où il y a un télescope de 60 cm de diamètre. On faisait observer des constellations, des étoiles dans des constellations, des nébuleuses planétaires, des étoiles en fin de vie, des galaxies, une partie du disque de la Voie lactée ou en dehors de la Voie lactée, donc des amas globulaires, etc. Donc chose que bien sûr toutes les observations astronomiques peuvent faire avec des petits télescopes, parce que c'est des objets très proches, très brillants, donc on peut faire. Et bien sûr, vu que nous on est professionnels, on faisait une espèce d'historique dans les anciens temps, de pourquoi il y a les noms de constellations, pourquoi ça s'appelle comme ça, etc., parce que ça fait partie de la culture astronomique, entre guillemets. Et on faisait parallèlement à ça une partie plus scientifique, où on expliquait, selon les questions des gens bien sûr, on explique qu'est-ce qu'une étoile, qu'est-ce qu'une galaxie, comment se forme une étoile, comment se évoluent les galaxies, etc. Donc on accompagne ce côté très amateur avec des choses un peu plus scientifiques. Et l'avantage aussi de la sortie Astro Aventura dans le désert d'Atacama, organisée par l'université d'Antofagasta tous les mois, parce que c'est tous les mois de nouvelle lune, tous les jours de nouvelle lune, c'est que c'est gratuit. D'accord. Donc c'est un service offert par l'université d'État, donc ça faut seulement s'inscrire. Exactement. Bon, après c'est limité au niveau du nombre de places, il y a une quinzaine à vingtaine de places. En dehors de ça, il y a aussi des visites gratuites des télescopes, des grands télescopes dont je parlais à l'instant, le VLT par exemple. L'ESO organise des sorties tous les samedis, la visite à 10h du matin et la sortie est le samedi après-midi à 14h. Donc là aussi, il faut s'inscrire sur le site de l'ESO, il faut chercher site web, visite, télescope, etc. C'est gratuit aussi et ça dure 2h30. On voit les grands télescopes dont je parlais tout à l'heure. Là, c'est pas de nuit, par contre, c'est dans la journée, mais ça vaut vraiment le coup parce que c'est des endroits magiques, isolés, et on voit des grands télescopes. Là, ça permet de côtoyer, de parler, de discuter un petit peu avec des chercheurs qui utilisent ces télescopes. Donc, il y a plusieurs choses, il y a plusieurs activités astro-touristiques privées qui emmènent avec des bus éventuellement dans le désert et qui restent une ou 2 heures à regarder le ciel et reviennent à la ville. Il y a l'activité à San Pedro d'Atacama où il y a des parcs de télescopes, donc là ça peut être vraiment très intéressant, et l'Astro Aventura de l'université d'Antofagasta par exemple. Merci beaucoup d'être venu dans ce podcast. Merci. Et d'avoir répondu à toutes nos questions. Il est temps de conclure en culture cet épisode de Destination Amérique du Sud, avec Claire, qui nous parle du réalisateur chilien Patricio Guzmán et de son film Nostalgie de la lumière. Écrit et réalisé par Patricio Guzmán, Nostalgia de la luz est un documentaire franco-chilien d'1h30 qui est sorti en salle en 2010. Patricio Guzmán, né en 1941 au Chili et ayant fait ses études cinématographiques à Madrid dans les années 60, il a été exilé en France lors de la dictature de Pinochet. Ses œuvres principales sont La bataille du Chili,
une trilogie de documentaires sur l'histoire chilienne réalisée juste avant le coup d'État de 1973 et qui a été largement récompensée. Mais aussi Au nom de Dieu, paru en 1987 sur la défense des droits humains par l'Église catholique, et La Cordillère des Songes, nominé au meilleur documentaire des Césars 2020 et récompensé au Festival de Cannes 2019. Mais c'est son documentaire La nostalgie de la lumière qui nous permet de faire le lien avec l'interview du jour sur l'observation astrologique au Chili, puisqu'il s'agit du thème central de ce film. En effet, le réalisateur tourne son documentaire en plein désert d'Atacama, la zone la plus sèche du monde, pour mettre en avant son ciel étoilé d'une limpidité sans égale. Il interroge des scientifiques spécialistes de la recherche astrologique et rend compte de l'installation des plus grands télescopes du monde dans cette région. Nommé dans la catégorie meilleur documentaire des Césars 2011, il remporte en Belgique le prix du public au Festival d'Âge d'Or Ciné Découverte. Nous vous invitons donc à découvrir ce film et plus largement l'univers créatif de ce réalisateur chilien. Merci d'avoir écouté cet épisode de Destination Amérique du Sud, le podcast produit par les agences Voyage Exception. Si nous vous avons donné le goût du voyage, n'hésitez pas à faire un tour sur nos sites internet, dont le lien se trouve en description. Il regorge d'informations sur ces destinations fascinantes. Pour nous soutenir et faire connaître le podcast à d'autres voyageurs, vous pouvez lui mettre 5 étoiles sur Spotify ou Apple Podcasts. Pour suivre nos aventures et nos actualités, 2 possibilités. Vous pouvez nous suivre sur Instagram et Facebook grâce au lien en description et vous abonner à notre newsletter mensuelle depuis nos sites internet. Merci et à bientôt pour un prochain épisode d'aventure en Amérique du Sud.